Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'un gros morceau. On va parler de Ripple et on va parler de XRP. C'est pour tout de suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire la distinction entre Ripple, qui est la société derrière le XRP, et XRP, qui est le réseau avec le token, donc la blockchain, dont on va parler essentiellement aujourd'hui. Alors, il faut voir qu'il y a ce qu'ils appellent le RippleNet. Alors, ils viennent de changer le site web, mais avant, quand on ouvrait l'onglet RippleNet, il y avait trois services. Il y avait Xcurrent, le XVIA et le nouveau XRapid. Alors, il faut savoir que le Xcurrent et le XVIA, qui sont aussi des services de transfert d'argent, n'utilisent pas le token. Et c'est pour ça que depuis des années, quasiment depuis le lancement, Ripple est critiqué. Le token est, on va dire, un peu mal aimé, parce qu'en fin de compte, les banques qui utilisent aujourd'hui principalement le réseau Ripple n'utilisent pas le token XRP. Sauf que depuis quelques jours, Ripple a sorti le service XRapid, qui est un service qui cette fois-ci utilise le token XRP. Alors, Ripple est une société qui est établie aux États-Unis à San Francisco, donc avec des vrais bureaux. C'est une vraie société, pas simplement virtuelle. Et d'ailleurs, c'est une société qui recrute beaucoup. Si vous allez sur leur site ici, Career Opportunities, il y a énormément de postes qui sont ouverts. Il y a des postes qui sont ouverts aux États-Unis, il y a des postes qui sont ouverts à Londres, à Singapour, à Mumbai, etc., etc. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de postes et on voit que donc Ripple est une société qui s'étend beaucoup. Alors la société a été lancée en 2012. Au début, c'était un projet qui s'appelait OpenCoin, puis ça a été renommé en Ripple Lab et maintenant c'est uniquement Ripple. Alors si on regarde le market cap, donc là on va parler du token XRP, est quand même situé numéro 3. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, avec le gros pump qu'il y a eu par des institutions et puis par des exchanges qui souhaitent se positionner sur XRP, le XRP était devant Ethereum. Là, il est retombé, hein, on est à 20 milliards de transactions pour Ethereum et 16,7 milliards pour XRP. Mais très facilement, XRP pourrait revenir devant Ethereum. Alors, si on regarde le nombre total de coins, il y a quasiment 100 milliards de coins, donc c'est vraiment beaucoup. Et il y a par contre moins de la moitié de tokens en circulation. On arrive bientôt à 40 milliards en circulation. Et le XRP pardon, est divisible, hein, comme le Bitcoin et le Satoshi. Ici, il y a le drop, et le drop, c'est 1 millionième de XRP, donc le drop. Alors, je voulais juste revenir ici sur ce qui s'est passé donc il y a quelques semaines. Donc, le token vacillait autour de 25 cents et du jour au lendemain, il est monté à 50 et quelques cents pour redescendre aujourd'hui aux alentours des 40 cents. Mais ici, apparemment, cette montée a été due à la prise de position de certains gros exchanges qui ont acheté des centaines des millions de tokens pour se positionner, pour avoir du XRP en vue du prochain bull run. Donc ces gros exchanges, ces grosses institutions croient en Ripple. Ripple est présent sur beaucoup de marchés. Donc principalement ici Bitbank, personnellement je ne connais pas, on dirait que c'est un exchange japonais parce que il est ici avec le Japanese Yen, et Binance et BitHub. Moi personnellement j'en ai un petit peu sur Kraken, parce que l'avantage de Kraken, voilà, c'est que vous pouvez utiliser, amener de l'argent de votre compte en banque en euros et amener de l'argent sur Kraken pour pouvoir par exemple acheter des XRP. Par contre, bon, on voit que le volume est très faible là en dollars.
Donc là, c'est bien si vous faites des petites transactions, si vous avez acheté quelques centaines d'euros en token. Si vous êtes un gros et que vous voulez acheter des milliers d'euros, bah là, vous allez aller sur un exchange comme BitHub ou Binance, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup plus de liquidité par jour. Alors l'avantage de ce nouveau site Ripple, c'est que il est très clair. On voit tout de suite que le XRP, c'est pour une utilisation en entreprise, que les clients sont des banques, sont des sociétés financières, et le XRP a pour but de faire des paiements transfrontaliers principalement, de façon rapide et peu onéreuse. Alors c'est clairement une alternative aujourd'hui au réseau SWIFT, qui est utilisé par la totalité des banques au niveau mondial. Alors on voit qu'aujourd'hui, pour faire un paiement international, c'est lent, c'est de 3 à 5 jours, alors que le XRP, lui, promet des transactions très rapides. Il promet ici, il montre une comparaison avec Ethereum et le Bitcoin, et donc il promet des transactions en 4 secondes, donc super rapide. Ensuite, ce que dit aussi l'article à ce niveau-là, voilà, on le voit ici. Alors, ça, ce sont le nombre de transactions à la seconde. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 3 transactions à la seconde, mais c'est un réseau qui peut monter à plus de 1500 transactions à la seconde, ce qu'aujourd'hui, l'Ethereum et le Bitcoin ne peuvent pas encore faire. Alors, c'est un réseau qui fonctionne avec des validateurs. Je ne sais pas si je vois ici les validateurs. Voilà, on les voit ici. Donc, il y a aujourd'hui 11 validateurs qui sont répartis à travers le monde. Et ce sont ceux qui donc valident les transactions effectuées par les institutions financières. Alors quand on dit que le Ripple a des coûts de transaction très faibles, surtout comparé à l'Ethereum ou au Bitcoin, il a des frais de transaction de 10 drops. Donc je rappelle, un drop, c'est 1 millionième de Ripple, donc ça veut dire que cela coûte 0,00001 XRP pour faire une transaction, ce qui est effectivement super pas cher. Et à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite, ces 10 drops sont brûlés. Ce qui fait que petit à petit, il y aura moins de Ripple. Aujourd'hui, ils disent qu'il y a déjà 8 millions de Ripple qui ont été brûlés depuis le démarrage. Je voulais aussi montrer cet article. Alors, c'est un article qui est assez récent, qui date du 3 octobre, où on a Brad Garlinghouse qui répond à des accusations et des critiques comme quoi Ripple était très centralisé. Lui dit de toute façon Ripple est beaucoup moins centralisé que le Litecoin ou que le Bitcoin. Par exemple, le Bitcoin, on sait que plus de 51% du hashing power, donc des validateurs, des mineurs, sont des mineurs chinois. Il y a 3 gros mineurs chinois qui détiennent plus de 51% du Bitcoin. Et donc, c'est un réseau qui est super centralisé. Il dit dans l'article que personne chez Ripple ne peut contrôler le ledger. Le ledger, donc c'est ce livre sur lequel, ou cette chaîne sur laquelle sont enregistrées les transactions. Et qui n'ont aucun effet possible sur les transactions. Donc il se défend et dit donc qu'aujourd'hui Ripple est moins centralisé que les principaux concurrents. Alors au début il y a eu une période de rejet un petit peu des banques par rapport à Ripple, par rapport au XRP. Et très vite, les banques ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir enterrer, éliminer Ripple et l'XRP, et qu'il valait mieux utiliser cette nouvelle technologie plutôt que de voir des services concurrents. Et aujourd'hui, on a une grosse adoption de pas mal de banques. Pour l'instant, pas trop du réseau Xrapid, qui est tout nouveau, mais des autres services que propose Ripple pour transférer de l'argent. Donc ça quand même commence à être un beau succès. Et aujourd'hui, une des cryptos qui est vraiment utilisée, c'est peut-être la crypto aujourd'hui la plus utilisée au monde, parce qu'elle est utilisée par pas mal de banques et pas mal de sociétés financières. Les fonctions principales lors d'un transfert international avec le réseau XRP sont les suivantes, il y en a 3.
il y a les paramètres pour chaque compte, il y a ensuite le solde entre les comptes, et enfin il y a un eurodatage, donc ce qu'on appelle en anglais un timestamp. Ensuite, le cycle de vie d'une transaction unique, c'est le suivant. Alors d'abord, la transaction, elle est créée, puis ensuite elle est signée par le propriétaire du compte. Ensuite, la transaction, elle est soumise au réseau. Là, elle peut être rejetée si elle est mal formée. Si elle est bien formée et elle est acceptée pendant le consensus, la transaction, elle va être incluse dans ce qu'on appelle le ledger, c'est le grand livre, et ensuite elle va être validée par le ledger. Alors, au niveau du consensus, c'est un consensus de type byzantine, et ils appellent ça le Ripple Protocol, et c'est un consensus un petit peu spécifique. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de minage sur ce coin, ça a été préminé, ce qui permet à la fois d'être plus rapide et surtout de coûter beaucoup moins à chaque transaction, parce qu'il n'y a pas, comme au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum, le Proof of Work qui coûte de l'argent, ce qui fait que un Bitcoin ou un Ethereum, de toute façon à produire, coûte déjà beaucoup plus cher qu'un Ripple qui a été déjà préminé. Alors ensuite, au niveau des wallets, alors il n'y a pas aujourd'hui vraiment de wallets qu'on peut utiliser. Donc il y a des wallets de partenaires tiers. Ici, il y a plusieurs articles qui montrent que par exemple on peut utiliser Ledger et d'autres wallets. Par contre, j'ai vu quand même qu'il y a maintenant un nouveau wallet qui est disponible au Japon qui s'appelle Monetab. Donc on voit ici à quoi ressemble le wallet. Il n'est pas disponible pour l'instant en dehors du Japon, mais s'il fonctionne au Japon, ce serait très facile ensuite de le porter dans d'autres langues. Regardons maintenant l'équipe autour de Ripple. Alors au début, lors du lancement de Ripple, il y avait principalement 3 personnes. Il y avait Chris Larsen, qu'on voit ici en photo, Jed McCaleb et Arthur Brito. Depuis, Arthur et Jed ont quitté l'entreprise. Alors il y a eu beaucoup d'histoires autour de Ripple au début, parce que bien sûr il y a des gros sous, et il faudrait vraiment une vidéo complète pour raconter les débuts de Ripple. Mais si ça vous intéresse, il y a pas mal d'articles dessus sur Internet. Alors, Jed, lui, il était considéré comme l'un des meilleurs cryptographes à l'époque, et il a donc aidé à créer Ripple. Et puis, il a quitté donc Ripple après pas mal d'histoires, et il a quitté Ripple avec 9 milliards de XRP. Et ensuite, il a fondé Stellar, qui est aujourd'hui un des concurrents de Ripple. On a donc Arthur Brito, et lui, on ne sait pas grand-chose sur lui. Tout simplement que c'est un des fondateurs et aujourd'hui il ne fait plus partie de l'entreprise. Alors si on remonte, alors on va démarrer ici par Chris. Alors Chris c'est le président donc, de Ripple, donc c'est l'un des fondateurs. Avant Ripple il avait fondé 2 entreprises et aujourd'hui Chris c'est l'une des personnes les plus riches au monde grâce aux cryptos. Il faut savoir qu'il a 5,19 milliards de tokens, donc environ 50 cents ce token, il a à peu près 2 milliards de dollars, ce qui est pas mal, donc c'est une grosse fortune. Ensuite, on va remonter un petit peu. Autre personnalité, c'est David Schwartz. Alors lui, c'est le CTO, donc Chief Technology Officer, et c'est aussi une figure emblématique de Ripple. David, c'est l'un des architectes qui a permis de créer le réseau Ripple, donc il est très costaud parce que avant d'être chez Ripple, il a développé des systèmes de stockage cloud et de messagerie d'entreprises pour des sociétés telles que CNN ou la NSA, donc National Security Agency, et c'est une figure qui est très respectée dans le domaine de la crypto. Ensuite, la figure la plus emblématique et médiatique de Ripple, c'est Brad Garlinghouse. Donc Brad aujourd'hui c'est tout simplement le CIO. Alors il a fait un MBA à Harvard. Il a avant ça été le CIO de plusieurs sociétés. Il a notamment aussi travaillé chez Yahoo. Il a travaillé chez AOL où il était président de la partie application et commerce. Donc Brad c'est aujourd'hui une des personnalités les plus connues dans le monde de la crypto. C'est normal, c'est le CIO de Ripple.
C'est aussi un crypto-millionnaire parce qu'avec l'envolée du prix du XRP, il a une fortune qui est, si on considère que le XRP va remonter à 50 cents, il a à peu près 950 millions de dollars parce qu'il a 1,9 milliard de tokens. Alors, le reste de l'équipe est aussi très costaud, donc on en a là, on a aussi beaucoup d'investisseurs. Dans les investisseurs, il y a quand même des gros, hein. Il y a Accenture, Santander, qu'est-ce que je connais encore, Standard Chartered, donc Google Venture, donc quand même c'est du très très lourd. Et donc comme j'ai dit, donc dans le reste de l'équipe, il y a des personnes très compétentes. J'ai par exemple retenu qu'il y a l'ex-président de Morgan Stanley, un professeur d'économie à Stanford, etc., etc. Alors, la roadmap de Ripple, ben, on ne la connaît pas vraiment, parce que Ripple, c'est une société financière privée, et qu'aujourd'hui, ben, ils ne dévoilent pas leur roadmap. Ce qu'on sait simplement, c'est quelques mois à l'avance que quand il y a un produit ben, qui va sortir, on sait donc qu'il y a eu le X-Rapid, on sait qu'il y a eu maintenant ce wallet, hein, donc le tab monnaie qui est sorti ou qui va sortir prochainement au Japon. Donc on n'en sait pas vraiment plus. Ensuite, on va parler de partnership, de partenariat, parce que Ripple a beaucoup de partenariats. Ripple en fait beaucoup au niveau marketing, et c'est très important hein, pour que le coin se répande, pour qu'il soit utilisé. Alors, chaque année, il y a un gros événement qui s'appelle le Swell, qui est le gros événement, la grosse messe annuelle de Ripple. Et cette année, ils ont tout simplement invité Bill Clinton en ouverture, donc l'ex-président américain. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est vraiment du lourd. Ensuite, en termes de partenaires, bah, vous allez sur Wikipédia et puis vous avez une liste qui est quand même assez importante. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un article qui dit que 61 banques japonaises développent des applications maintenant en utilisant la technologie Ripple, mais là c'est plutôt pour le marché japonais. Il y a aussi beaucoup de people qui sont adeptes de Ripple. On a Madonna qui a levé des fonds récemment pour des orphelins au Malawi. Et on a l'année dernière, en invité au Swell, bah, c'était Snoop Dogg. Donc c'est quand même une des cryptos aujourd'hui qui en termes de marketing, en termes de partenaires, est au top. Hein. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que le fait que ce soit une société privée, bah, ils ont l'avantage d'une société privée, alors que le Bitcoin, lui, c'est un coin, un token qui est complètement décentralisé avec quelques sociétés qui sont les principaux développeurs, mais ce n'est pas une entreprise derrière le Bitcoin. Pareil, au niveau d'Ethereum, il y a une fondation, mais ce n'est pas une entreprise privée comme les Ripple. En termes de réseaux sociaux, Ripple a d'abord un forum, hein, où vous pouvez poser vos questions. Ensuite, si on va ici, il y a un Facebook, un Twitter et un LinkedIn. Et si on va ici sur le Twitter, voilà, il y a quand même 900 000 abonnés, ce qui est beaucoup. Hein, c'est un gros Twitter qui est suivi par pas mal de monde. Donc je fais partie des abonnés, bien sûr. On va maintenant regarder la concurrence. Alors la concurrence autour de Ripple, bah, ça vient principalement de Stellar, hein, qui a pour but aussi d'être utilisé pour des transactions financières. Mais ensuite, bah, on a beaucoup d'autres cryptos qui, en fin de compte, permettent aussi de transférer de l'argent. Hein. Le Bitcoin en est une, l'Ethereum, même si ce n'est pas son but principal, en est une autre. Et toutes les autres crypto-monnaies bah, peuvent plus ou moins remplacer ou concurrencer aujourd'hui le Ripple. Alors on en arrive maintenant à la conclusion. Alors la première chose que j'ai à dire au niveau négatif, c'est que les transactions, elles ne sont pas complètement privées. Bah, comme c'est une blockchain publique, bah, il y a un explorateur et on voit ici les diverses transactions qui défilent. Alors on n'a pas le niveau, on n'a pas tout le détail à chaque fois qu'il y a une transaction. N'empêche que ce n'est pas aussi privé que Swift, qui lui est un réseau interbancaire
dans lequel on n'a absolument aucune vue. Donc ça, c'est un point, à mon avis, négatif pour le réseau. Ensuite, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de tokens qui sont détenus par Ripple. On voit qu'il y a uniquement 39, presque 40 milliards de tokens en circulation. Ça veut dire qu'il y a encore près de 60 milliards de tokens qui sont encore en possession de Ripple. Ça veut dire que du jour au lendemain, Ripple peut complètement manipuler le marché, faire descendre, faire monter le prix s'ils le veulent. Et donc ça peut être dangereux. On fait vraiment confiance à Ripple à ce niveau-là. Mais le jour donc ils ont envie de manipuler, ils en ont la possibilité. Ensuite, est-ce que les banques européennes vont adhérer à Ripple, qui est une société américaine et qui a quand même beaucoup de pouvoir, hein. Demain, si jamais ils décident d'arrêter tout le projet, potentiellement, ils pourraient tout simplement fermer les nœuds chez les validateurs, ou en tout cas arrêter d'envoyer les transactions chez les validateurs. Et donc, ça voudrait dire que tout le réseau financier pourrait s'arrêter, hein, tout le réseau de transfert d'argent. Est-ce que les banques européennes le veulent? J'en suis pas si sûr. Aussi, qu'est-ce qui empêche une banque européenne de monter son propre réseau? On sait qu'il y a par exemple le consortium de banques qui s'appelle R3. Qu'est-ce qui empêche à R3 de faire un réseau concurrent? Il y a déjà Stellar. Donc pourquoi pas utiliser Stellar, mais pourquoi pas alors développer un réseau européen qui soit contrôlé par les banques européennes. Donc ça, l'avenir nous le dira, mais donc c'est une chose géopolitique qui peut être importante dans le développement de Ripple dans le futur et du réseau XRP. D'un autre côté, il faut voir que Swift, c'est du passé, hein, on voit, hein, aujourd'hui on ne peut plus accepter d'envoyer des transactions à l'étranger en 1, 2, 3 jours, on veut que ce soit quasiment instantané. Et c'est ce que fait en plus Ripple et le réseau XRP. En plus, on a vu, c'est quasiment gratuit, hein, alors que d'un autre côté, je sais qu'une transaction vers internationale en Europe, ça va coûter 1 euro, et puis vers l'étranger, si on envoie de l'argent en Chine, là ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Ensuite, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est une entreprise qui a l'air assez fiable, assez bien organisée, qui a déjà une belle taille, une taille critique, et on voit qu'ils mettent les moyens pour se développer. Quand on voit au niveau des carrières, hein, le nombre de personnes qu'ils engagent dans le nombre de pays, là, il y a São Paulo, il y a New York, il y a Londres, Singapour, Bombay. Donc on voit vraiment que ça se développe, ça va de l'avant, et donc ça c'est plutôt très positif. Ensuite, le fait que ce soit une entreprise américaine, d'un autre côté, la chose positive, c'est que c'est supporté par le gouvernement américain. Si Clinton parle au Swell, c'est pas anodin, et donc c'est certainement une crypto qui sera là dans les années à venir, qui va se développer, parce qu'à partir du moment où c'est supporté par un pays comme les États-Unis, à mon avis, ça devrait bien se développer. Alors, dites-moi vous aussi si vous avez d'autres arguments pour ou contre Ripple. Est-ce que c'est une crypto que vous aimez, ou alors que vous détestez parce que c'est une société privée, parce que c'est pas en théorie aussi décentralisé que les autres crypto-monnaies? Mettez vos commentaires dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!